j'ai failli abandonner mes études. Chapitre 1. J'étais à bout. Je m'en souviens comme si c'était hier. Cette période-là a été l'une des plus difficiles de ma vie. C'était pendant ma deuxième année à l'université. Au début, tout allait bien. J'étais motivé, j'avais de bons résultats et mes parents étaient fiers de moi. J'avais l'impression d'être sur le bon chemin. Mais peu à peu, quelque chose a changé. Les cours sont devenus de plus en plus complexes. Les professeurs parlaient vite, exigeaient beaucoup, et les examens tombaient les uns après les autres. Chaque semaine, il y avait un nouveau devoir à rendre, un exposé à préparer, une lecture à faire pour le lendemain. Je n'avais plus une minute pour moi. Je vivais seul dans une petite chambre étudiante au 6e étage d'un vieux bâtiment, sans ascenseur. Il faisait froid l'hiver, trop chaud l'été, et les murs étaient si fins que j'entendais les voisins tousser. Je mangeais mal, souvent des nouilles instantanées ou des sandwichs, parce que je n'avais ni le temps ni l'énergie de cuisiner. Je ne dormais pas bien non plus. Je passais des nuits entières à réviser, à relire mes notes, à me stresser pour les contrôles. J'étais constamment fatigué, les yeux rouges, les nerfs à vif. Je me levais le matin avec une boule au ventre et parfois je priais pour que le cours soit annulé. Mes amis, j'en avais, oui, mais eux aussi vivaient la même galère. On se croisait dans les couloirs, dans la bibliothèque, mais on ne parlait presque jamais de ce qu'on ressentait vraiment. On faisait semblant que tout allait bien parce qu'on pensait que c'était normal de souffrir, qu'il fallait juste tenir bon. Et puis, un soir, tout a explosé. Je devais rendre un devoir important pour le lendemain matin. J'étais assis à mon bureau depuis des heures, mais rien ne sortait. Ma tête était vide. Mes doigts tremblaient sur le clavier. J'ai fini par me lever et je me suis allongé sur mon lit, habillé, sans bouger. Je suis resté comme ça 2 heures, dans le silence, à fixer le plafond. Et là, une pensée m'est venue. Une pensée très claire, très simple. Je vais tout arrêter. Je me suis dit que ce n'était pas pour moi, que je n'étais pas assez fort, pas assez intelligent. J'étais fatigué de lutter, fatigué d'être toujours sous pression. Je me disais que si je quittais l'université maintenant, je pourrais peut-être trouver un travail, n'importe lequel, gagner un peu d'argent, souffler, vivre. J'ai même regardé des offres d'emploi sur mon téléphone. Livreur, caissier, assistant en entrepôt. Je ne cherchais pas un métier de rêve, juste quelque chose pour m'éloigner de ce cauchemar.
Puis, sans vraiment réfléchir, j'ai appelé ma mère. Il était presque minuit. Elle a décroché tout de suite. Elle a entendu ma voix, fatiguée, fragile. Elle n'a pas crié. Elle ne m'a pas jugé. Elle a juste écouté. Je lui ai dit: Maman, je crois que je vais arrêter mes études. J'en peux plus. Il y a eu un silence. Et puis, elle m'a répondu doucement: Je comprends, mon chéri. Si tu veux arrêter, tu peux. Mais est-ce que tu veux vraiment arrêter? Ou est-ce que c'est juste le stress, la fatigue? Ces mots m'ont touché. Elle ne m'a pas poussé à continuer. Elle ne m'a pas dit: Tu n'as pas le droit d'abandonner. Elle m'a simplement demandé de réfléchir. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant plusieurs jours, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi j'avais choisi cette voie? Qu'est-ce que je voulais vraiment? Est-ce que j'étais prêt à tout abandonner? Ou est-ce que j'avais juste besoin d'aide? Je n'avais pas encore la réponse. Mais au fond de moi, quelque chose avait commencé à bouger. Chapitre 2. Le déclic. Le lendemain matin, je me suis réveillé sans alarme, les yeux encore lourds de fatigue. Je n'avais pas terminé mon devoir. J'avais honte, mais surtout, j'étais vide. Pourtant, je suis quand même allé en cours. Comme un automate. Il pleuvait. Une pluie fine, froide, qui trempait les vêtements en silence. Je marchais lentement, les écouteurs dans les oreilles, mais sans musique. Juste pour que personne ne me parle. Je me sentais invisible, comme si je n'existais plus vraiment. Quand je suis arrivé à l'université, le hall était rempli d'étudiants, fatigués, des visages fermés, des regards vides. J'ai pris l'escalier sans vraiment savoir pourquoi. Je me suis retrouvé devant la porte de l'amphithéâtre. Le cours d'économie. Celui que je détestais le plus. J'ai soupiré et je suis entré. Il ne restait qu'une place au premier rang. Je n'aime pas être devant, surtout quand je n'ai pas fait le travail demandé. Mais bon, je n'avais pas l'énergie de chercher ailleurs. Je me suis assis, j'ai posé mon sac à mes pieds et j'ai regardé le professeur. Et là, quelque chose d'étrange s'est produit. Le professeur, un homme assez vieux, avec une voix calme et ferme, a posé une question à toute la salle. Il a dit: Avant de commencer, j'aimerais savoir, pourquoi êtes-vous ici? Pourquoi vous êtes à l'université? Silence.
Personne n'a répondu. On ne s'attendait pas à ça. Alors il a continué. Vous n'êtes pas ici juste pour obtenir un diplôme. Vous êtes ici pour apprendre, pour comprendre le monde, pour vous construire. Chacun d'entre vous a une raison d'être ici. Et si vous l'avez oubliée, il est peut-être temps de la retrouver. Je ne sais pas pourquoi, mais ces mots m'ont touché en plein cœur. C'était comme s'ils parlaient directement à moi. Comme s'ils voyaient ma fatigue, mon doute, ma douleur. Pendant tout le reste du cours, je n'ai pas pris de notes. J'ai juste écouté. Et j'ai pensé. J'ai repensé au lycée, à l'époque où je rêvais de travailler à l'étranger, dans une organisation internationale. J'avais des étoiles dans les yeux quand je parlais d'économie, de développement, de justice sociale. J'avais oublié tout ça. Écrasé par le stress, les chiffres, les échéances. En sortant du cours, je suis allé m'asseoir seul à la cafétéria. J'ai pris un café brûlant, je me suis mis dans un coin et j'ai ouvert un petit carnet que je n'utilisais plus depuis longtemps. C'était mon carnet de projet, celui où j'écrivais mes rêves, mes idées, mes objectifs. J'ai commencé à écrire, comme ça, sans réfléchir. Pas des phrases parfaites, mais des pensées vraies. J'ai écrit « Je veux continuer », mais pas comme avant. Je veux retrouver du sens. Je veux apprendre à mon rythme. Je veux respirer. Et c'est ce que j'ai essayé de faire, à partir de ce jour. J'ai parlé à ma prof de méthodologie, je lui ai expliqué mes difficultés. Elle a été compréhensive. Elle m'a aidé à revoir mon organisation, à planifier mieux. J'ai rejoint un groupe d'études avec 2 autres étudiants. On se retrouvait chaque samedi matin. Ce n'était pas toujours amusant, mais on se soutenait. J'ai aussi commencé à courir, juste quelques minutes 2 fois par semaine. C'était dur au début, mais j'ai redécouvert le plaisir de respirer, de me sentir vivant. J'ai compris que je n'étais pas seul, que beaucoup d'autres étudiants vivaient la même chose. On en parlait de plus en plus entre nous. On arrêtait de faire semblant. Et ça change tout. Petit à petit, j'ai retrouvé de l'énergie. Je suis redevenu curieux. J'ai recommencé à poser des questions en cours, à m'impliquer, à me sentir capable. Je n'étais plus le même. J'étais encore fatigué parfois, bien sûr. Mais j'avais retrouvé une lumière, un but, une direction. Aujourd'hui, je suis toujours à l'université. Et non, je n'ai pas tout réussi.
J'ai encore des moments de doute, mais je me souviens de ce soir-là, sur mon lit, dans le noir. Et je me dis que j'ai bien fait de ne pas abandonner. Parce que parfois, tout peut changer. Avec une seule phrase, un regard bienveillant ou juste un moment de silence où l'on se retrouve soi-même. Rentrée scolaire en France, la vraie vie d'un prof. Chapitre 1. La rentrée. Monsieur Lefebvre, professeur de français au lycée. Demain, c'est le grand jour, la rentrée scolaire. Je suis professeur de français dans un lycée public, en banlieue. J'ai l'habitude maintenant, ça fait plus de 10 ans que j'exerce ce métier. Mais malgré les années, la veille de la rentrée, je ressens toujours un mélange étrange. De la nervosité, un peu d'excitation et aussi une petite boule au ventre. Comme les élèves, je crois. On dirait que chaque rentrée est un nouveau départ, une nouvelle aventure. Cette nuit, j'ai mal dormi. Comme chaque année. Je me retourne dans mon lit, l'esprit encombré par tout ce que je dois faire, tout ce que je ne dois surtout pas oublier. Est-ce que j'ai bien imprimé la liste des élèves? Est-ce que la salle de classe est prête? Ai-je encore en tête les prénoms de mes anciens élèves? Et surtout, est-ce que cette année, j'aurai une bonne classe ou une classe difficile? On ne sait jamais à l'avance. Le matin de la rentrée, je me lève tôt. Très tôt. 6 heures. J'enfile une chemise un peu plus soignée que d'habitude. Je veux faire bonne impression. Dans le bus, je croise des élèves. Cartable neuf, basket brillante, tête encore endormie. Certains chuchotent « Oh non, ah, c'est un prof ». Je souris discrètement. Je me fais tout petit. J'arrive au lycée à 7h40. Dans la salle des profs, ça sent le café brûlé, le stress et le parfum neuf. Les collègues sont là, certains contents de se revoir, d'autres encore à moitié en vacances. On parle des emplois du temps, des listes de classe, des nouveaux professeurs. Le principal vient nous saluer. Il est nouveau, jeune, énergique. On verra s'il tient le rythme. À 8h10, je monte dans ma salle. J'ai affiché quelques posters, des écrivains, des citations, un peu d'humour aussi. J'aime bien que les élèves sentent que la classe est un endroit vivant. J'ai même écrit au tableau « Lire, c'est voyager sans bouger. Écrire, c'est parler sans bruit. » 8h20. La cloche sonne. Mon cœur bat plus vite. Ils arrivent, un par un ou par petits groupes. Des nouveaux visages.
Ce sont mes élèves de seconde. Ils s'installent sans faire trop de bruit, un peu intimidés. Certains chuchotent, d'autres me regardent comme si j'étais un mystère. Je prends une grande inspiration. Bonjour à tous, je suis Monsieur Lefebvre, votre professeur de français cette année. Je suis là pour vous apprendre à lire, à écrire, à réfléchir, et j'espère aussi vous transmettre un peu de plaisir. Quelques sourires timides. C'est bon signe. Je continue. Moi aussi, j'ai été élève. Moi aussi, j'ai trouvé certains cours ennuyeux. Mais vous verrez, ici, on va travailler, bien sûr, mais on va aussi discuter, jouer avec les mots et découvrir plein de choses ensemble. Je fais l'appel. Je découvre les prénoms, j'essaye de les retenir. Il y a de tout, des timides, des bavards, des fatigués, des rêveurs. Chaque classe est un monde. Je leur distribue un petit questionnaire pour mieux les connaître. Leur livre préféré, ce qu'ils détestent en français, ce qu'ils espèrent apprendre. Je lis leurs réponses pendant qu'ils travaillent. Une élève a écrit « J'aimerais enfin comprendre les temps du passé ». Ça commence bien. Dans l'après-midi, je croise des anciens élèves. Ils sont maintenant en terminale. Certains me disent bonjour avec enthousiasme, d'autres détournent les yeux, un peu gênés. Un garçon vient vers moi. « Monsieur, j'ai lu le père Goriot cet été. Volontairement, je reste bouche bée. C'était un élève pas très motivé l'an dernier. » Je ris. « Bravo, tu veux une médaille ?»« Non, mais j'ai compris pourquoi vous disiez que Balzac, c'était du cinéma avec des mots. » Et là, je me dis, oui, ça vaut la peine. La journée passe vite. En fin d'après-midi, je suis épuisé. Les jambes lourdes, la voix cassée, mécontent. Chaque rentrée, c'est ça. Le vertige du début, le silence d'un couloir vide, puis la vague de jeunes visages qui débarquent avec leurs histoires, leurs regards, leurs espoirs. Et moi, je suis là, chaque année, pour les accueillir. Avec ma fatigue, mes cours, mon envie. Demain, on commence vraiment. Aujourd'hui, on a juste ouvert la porte. Chapitre 2. Le quotidien à l'école. Monsieur Lefebvre, professeur de français au lycée. Maintenant que la rentrée est passée, la routine s'installe. Enfin, si on peut vraiment parler de routine dans ce métier. Être professeur, c'est un peu comme être sur scène tous les jours. À chaque cours, je dois être concentré, vivant, prêt à réagir. Et ce n'est pas toujours facile, surtout après une mauvaise nuit ou une journée déjà bien remplie.
Je me lève tous les matins à 6h30. Je prends un café, j'attrape mes documents, mon ordinateur, parfois un livre. Ensuite, direction le lycée. J'arrive souvent avant 8h pour avoir un moment tranquille avant le bruit des couloirs. Dans la salle des profs, chacun s'installe. On se dit bonjour, on échange quelques blagues, parfois on se plaint aussi. Ça fait partie du rituel. Les journées sont longues. Je donne environ 6 heures de cours par jour, parfois plus. Et entre deux classes, je dois souvent corriger des copies, répondre à des emails, préparer la prochaine séance. Sans parler des élèves qui viennent me voir pendant la pause pour demander « Monsieur, vous pouvez m'expliquer encore le passé composé ?» ou bien « Est-ce que vous avez corrigé mon exposé ?» J'essaie d'être disponible, mais parfois, j'aimerais juste 5 minutes de silence. Préparer un cours, ce n'est pas simplement suivre un manuel. J'essaye de varier les activités, de trouver des textes intéressants, de créer des jeux, des débats, des lectures à voix haute. Il faut capter leur attention, et aujourd'hui, ce n'est pas évident. Certains élèves sont distraits, accros à leur téléphone, fatigués ou simplement démotivés. Mais il y a aussi des moments magiques. Quand une élève timide lève la main pour la première fois. Quand un élève qui ne disait jamais rien se met à participer. Ou quand un groupe se prend au jeu d'un débat sur un poème et que les mots deviennent vivants. Bien sûr, il y a les moments difficiles. Les élèves qui bavardent sans arrêt, ceux qui arrivent en retard, ceux qui n'ont jamais leurs affaires. Il faut rester calme, ferme, patient. Il y a des jours où je rentre chez moi complètement vidé. Et puis, il y a les réunions. Ah, les réunions. Conseil de classe, réunion pédagogique, rendez-vous avec les parents, réunion d'équipe. Parfois, j'ai l'impression qu'on passe plus de temps à parler du travail qu'à faire le travail lui-même. Avec les parents, c'est variable. Certains sont très impliqués, très présents, parfois un peu trop. D'autres ne viennent jamais. Et parfois, on se retrouve face à un père ou une mère qui dit « Mon fils n'aime pas lire, c'est votre faute. » Dans ces moments-là, il faut respirer profondément. Heureusement, les collègues sont là. On se soutient beaucoup entre professeurs. On partage nos doutes, nos idées, nos réussites. À la pause café, on plaisante, on souffle, on décompresse. Certains collègues sont devenus de vrais amis. Quand ça ne va pas, je sais que je peux leur parler. Et puis, il y a les petits bonheurs. Ces petits instants qui donnent du sens à ce que je fais. Un élève qui me dit « Monsieur, j'ai lu un livre pendant le week-end, je pense que vous aimeriez. » Ou une classe qui applaudit à la fin d'un exposé collectif.
Ou encore, ce jour où un ancien élève revient au lycée, entre deux cours, pour me dire « Grâce à vous, j'ai choisi de faire des études de lettres. » Dans ces moments-là, je me dis « Oui, malgré tout, ce métier a du sens. » Le soir, je rentre fatigué. Je dîne rapidement, je corrige quelques copies, je prépare le lendemain. Parfois, je n'ai même pas la force d'ouvrir un livre pour moi. Je vais me coucher en pensant à mes élèves, à notre journée et à ce qu'on vivra encore ensemble demain. Être prof, c'est fatigant, oui. Mais c'est aussi beau, humain et important. Chapitre 3. Une vocation malgré tout. Monsieur Lefebvre, professeur de français au lycée. Parfois, quand je suis dans ma salle de classe, assis à mon bureau après une longue journée, je me pose une question simple. Pourquoi je fais ce métier? Je veux dire, vraiment, pourquoi? Il y a des jours où je suis épuisé, vidé, presque découragé. Il y a des semaines où je corrige plus de 100 copies, où les élèves n'écoutent pas, où les réunions s'enchaînent, où on me parle plus d'absence, de règlement, de discipline que de littérature. Il y a des moments où je me dis que j'aurais pu faire autre chose. Quelque chose de plus calme, de mieux payé peut-être, de plus respecté aussi. Et puis, je me rappelle mon propre professeur de français quand j'étais au collège. Un homme discret, pas très jeune, pas très moderne. Mais il avait une voix calme et une passion dans les yeux. Il nous lisait des textes à voix haute. Il posait des questions qui restaient longtemps dans ma tête, même après le cours. Un jour, il m'a dit « Tu écris bien. Tu as une voix. Il faut que tu continues. » C'est la première fois qu'un adulte me disait ça. Je ne l'ai jamais oublié. Je crois que, ce jour-là, quelque chose s'est allumé en moi. J'ai compris que les mots pouvaient toucher, bouger, construire. J'ai compris qu'un professeur ne se contente pas de transmettre un savoir. Il peut aussi changer un regard, ouvrir une porte, donner une direction. Il peut faire naître une vocation, sans même le savoir. Alors oui, ce métier est dur. Oui, il y a des jours où je me sens seul, incompris. Parfois, les élèves sont ingrats. Parfois, les parents sont injustes. Et l'institution, eh bien, elle ne facilite pas toujours les choses. On court, on s'adapte, on invente. On manque de temps, de moyens, d'écoute. Mais chaque fois que je doute, chaque fois que je me dis « j'en ai assez », il y a toujours un petit détail qui me retient. Un élève qui m'écrit « Merci, monsieur, j'ai compris grâce à vous. » Une discussion passionnée sur un poème.
un silence profond pendant une lecture, comme si le monde s'arrêtait. Ou ce simple regard dans les yeux d'un élève qui dit ⁇ Je me sens écouté. Je me rappelle alors que je suis ici pour eux, avec eux. Pas pour être applaudi, pas pour être parfait. Juste pour faire ce que je peux, du mieux que je peux. En vérité, ce n'est pas moi qui enseigne seulement. Ce sont eux aussi qui m'apprennent à rester curieux, à rester jeune. L'espoir qu'un jour, l'un de mes élèves se rappellera une phrase, une lecture, une conversation. Qu'il ou elle se dira « C'est à ce moment-là que j'ai compris quelque chose. » Et peut-être que ce jour-là, il se sentira plus libre, plus fort, plus vivant. C'est pour ça que je continue. Parce que malgré la fatigue, malgré les doutes, malgré le chaos parfois, ce métier a du sens. Il est humain. Il est imparfait, mais il est vrai. Et moi, je ne me vois pas faire autre chose. École ou apprentissage, mon choix. Chapitre 1. Le rêve des autres. Depuis que je suis petit, mes parents ont toujours eu un plan pour moi. Pas une suggestion, hein, un vrai plan, bien détaillé, presque écrit sur un contrat invisible. Notre fils sera avocat. Pas pompier, pas pilote, pas professeur, non, avocat. Je me souviens encore de la première fois où mon père en a parlé sérieusement. J'avais 10 ans. J'étais en train de jouer avec mes Legos dans le salon et il a dit à un oncle « Regarde-le, concentré comme ça. Tu verras, il fera un excellent avocat. Il a déjà l'esprit logique. » Moi, à ce moment-là, j'étais en train de construire une pizzeria avec mes Legos. Une pizzeria, pas un tribunal. Et pourtant, cette phrase, elle est restée. Elle est revenue encore et encore, comme une chanson qu'on entend trop à la radio. Chaque fois que je posais une question, mon père disait « Tu vois, un vrai futur avocat. » Et ma mère ajoutait « Tu pourras défendre les innocents et gagner beaucoup d'argent. Tu seras respecté, mon fils. » Moi, je souriais. J'étais un enfant. Je voulais leur faire plaisir. Mais au fond de moi, j'avais un autre rêve. Un rêve que je n'osais pas dire à voix haute. Depuis tout petit, j'ai toujours aimé la cuisine. Je ne parle pas seulement de manger, même si, soyons honnêtes, j'ai toujours eu un bon coup de fourchette, mais de cuisiner, vraiment cuisiner. J'adorais regarder ma grand-mère préparer les repas. Elle cuisinait sans livre, sans recette, juste avec son intuition, ses souvenirs et beaucoup d'amour. Elle chantait en coupant les légumes, elle goûtait la sauce à la cuillère en bois, et elle me disait
Tu vois, la cuisine, c'est comme la vie. Il faut de la patience, de la chaleur et un peu de magie. C'est avec elle que j'ai appris à aimer l'odeur des oignons qu'on fait revenir doucement, le bruit du pain qui croustille à la sortie du four, le parfum du basilic qu'on écrase avec les doigts. La cuisine était l'endroit où je me sentais libre, créatif et utile. Et surtout, vivant. Mais voilà, dans ma famille, cuisiner, c'est un passe-temps, pas un métier. Un métier, c'est sérieux. Un métier, c'est un bureau, une cravate, un diplôme. Alors j'ai fait ce qu'on attendait de moi. J'ai bien travaillé à l'école. Et même très bien, à vrai dire. J'étais toujours dans les premiers de la classe. En français, en histoire, en philo, ça allait tout seul. En mathématiques, c'était plus compliqué. Disons que je comprenais mieux les proportions pour une tarte que les équations du second degré. Mais bon, j'ai tenu bon. Parce qu'on me répétait, si tu veux aller à la fac de droit, tu dois avoir un excellent dossier. Alors j'ai suivi la voie toute tracée. Collège, lycée général, bac L, avec mention, puis prépa pour intégrer la fac de droit. J'ai rempli toutes les cases, comme dans une recette imposée. Sauf que ce n'était pas ma recette. Et là, les choses ont commencé à se gâter. Les cours de droit, comment dire, ce n'était pas que c'était dur. Bon, d'accord, c'était dur. Mais surtout, je m'ennuyais à mourir. Les textes de loi étaient froids, rigides, sans odeur, sans goût. J'essayais de m'intéresser vraiment. J'achetais tous les livres recommandés, je surlignais des pages entières, je faisais des fiches. Mais rien n'y faisait. Je me sentais vide. Comme si j'étais en train de trahir quelque chose en moi. Chaque matin, je me levais avec une boule au ventre. Et chaque soir, je me couchais en me disant « Tu ne tiendras pas longtemps comme ça ». Ce qui me faisait tenir, c'était la cuisine. Je passais mes fins de semaine à tester des recettes. Je regardais des émissions de cuisine sur YouTube. Je suivais des chefs sur Instagram. Je me suis même inscrit à un forum de passionnés de gastronomie, sous un pseudo bien sûr. Je ne voulais pas que mes parents tombent dessus. Quand j'étais dans ma cuisine, je retrouvais le sourire. Je coupais, je mélangeais, je goûtais, je ratais parfois, mais j'apprenais. Et surtout, je rêvais. Un jour, en plein cours sur le droit administratif, j'ai griffonné dans mon cahier un menu imaginaire pour un restaurant. Entrée, velouté de potiron parfumé au gingembre. Plat, risotto aux champignons sauvages, délicatement agrémenté de copeaux de parmesan. Dessert,
tarte fine aux poires nappée de caramel au beurre salé. Le prof a vu que je ne prenais pas de notes. Il a dit : « Monsieur Lemoine, vous êtes dans un amphithéâtre de droit, pas dans une brasserie. » Les autres ont ri. Moi, j'ai souri. Il ne savait pas à quel point il avait raison. Ce jour-là, j'ai commencé à me poser la vraie question. Et si je n'étais pas fait pour être avocat ? Et si, pour une fois, je faisais un choix pour moi ? Chapitre 2. Ma propre recette. J'aurais aimé vous dire que tout a changé d'un seul coup, comme dans les films. Que j'ai eu une révélation, que j'ai crié « Stop !» au milieu d'un cours et que je suis parti avec un torchon à la main faire mon destin de grand chef. Mais non. Dans la vraie vie, ce genre de décision ne se prend pas en une seconde. Elle se construit. Elle mijote doucement, comme une sauce à feu doux. Tout a vraiment commencé un samedi matin, un jour banal. Je m'étais réveillé tôt, avec l'idée de réviser un exposé sur le droit pénal. Passionnant, non ? J'ai allumé mon ordinateur, j'ai ouvert mon fichier, et puis j'ai vu une photo de lasagne que quelqu'un avait postée sur un blog culinaire. Rien d'exceptionnel, juste des lasagnes maison, bien gratinées, avec une touche de basilic frais sur le dessus. Et là, ça m'a pris. Une envie subite. Il ne s'agit pas de manger, mais de cuisiner. J'ai pris ma veste, j'ai descendu les escaliers et je suis allé au marché du quartier. Je devais juste acheter 2-3 ingrédients, mais je suis revenu avec un panier plein à craquer. Tomates bien mûres, échalotes, thym, beurre doux, parmesan, pâte fraîche. J'avais le cœur qui battait comme si j'allais faire un rendez-vous galant. En rentrant, j'ai vidé la cuisine, j'ai mis de la musique, j'ai ouvert les fenêtres et j'ai cuisiné. Pendant des heures. J'ai fait tout moi-même. La sauce béchamel, la sauce tomate maison, la pâte, les couches, les épices. J'étais concentré, appliqué et heureux. Ce n'était pas juste une recette. C'était comme un retour à moi-même. À la fin, j'ai pris une photo de mes lasagnes, un peu fièrement, je l'avoue. Je l'ai postée sur un forum de cuisine avec la recette détaillée. Et puis, j'ai fermé l'ordi, j'ai mangé et je suis allé me coucher, fatigué mais satisfait. Le lendemain, je me suis réveillé avec une trentaine de commentaires. Des gens m'écrivaient : « Waouh, ça a l'air incroyable. Tu fais ça en amateur ? Tu devrais ouvrir un resto. C'est plus joli que dans certains vrais restos. » Et là, j'ai senti une chaleur dans la poitrine. Une émotion que je n'avais jamais ressentie en droit. De la reconnaissance.
et surtout du sens. Pendant une semaine, j'ai réfléchi, en silence. Je suis allé en cours, comme d'habitude. J'ai pris mes notes, répondu aux questions, mais j'étais ailleurs. Je me suis demandé, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je continue? Pour qui? Et un soir, j'ai compris. J'étais là pour mes parents, pour leurs rêves, pas pour le mien. Alors j'ai pris une décision. Une vraie. Difficile, effrayante, mais claire. J'arrête. J'arrête le droit. Je veux devenir cuisinier. Quand je l'ai annoncé à mes parents, ils ont cru que je plaisantais. Mon père a dit « Arrête tes bêtises. C'est une crise passagère. Tu vas reprendre tes études et on n'en parle plus. » Mais moi, je ne rigolais pas. J'ai dit « Je ne veux pas défendre des gens dans un tribunal. Je veux nourrir des gens dans un restaurant. C'est ça mon chemin. » Silence. Long silence. Puis ma mère a commencé à pleurer. « Tu abandonnes tout. Après tout ce qu'on a fait pour toi. » Et j'ai répondu, sans colère, calmement. « Je n'abandonne pas. Je choisis. Je choisis ma vie. » C'était dur, très dur. On ne s'est pas parlé pendant plusieurs semaines. Je doutais, parfois. Je me disais, et si je me trompais? Et si je gâchais tout? Mais je suis resté fidèle à mon intuition. J'ai trouvé une place comme apprenti dans un petit restaurant du coin. Pas un restaurant chic, non. Un bistrot de quartier, tenu par un vieux chef un peu grognon, mais passionné. Il m'a appris les bases. Comment tenir un couteau? Comment découper un oignon sans pleurer? Comment gérer la pression en cuisine? Il criait beaucoup, mais il me respectait. Et moi, j'apprenais. Avec mes mains, mes yeux, mon nez, ma langue. Au début, je faisais la plonge, puis les entrées, puis les accompagnements. Un jour, il m'a laissé faire un plat entier. Je n'oublierai jamais ce moment. Le premier client qui m'a regardé avec un grand sourire et m'a dit « Oh, c'était délicieux, merci. » Ce merci-là valait plus que toutes les notes que j'avais eues en droit. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis en cuisine. Je me lève tôt, je finis tard. Je transpire, je coupe, je brûle parfois mes doigts. Mais je suis vivant. Je suis là où je dois être. Mes parents, ils ont fini par accepter. Ma mère est venue me voir un soir,
discrètement après le service. Elle m'a dit, ton père ne le dira jamais, mais il est fier de toi. Moi aussi. Et elle m'a tendu un tablier brodé, Chef Lemoine. Alors, école ou apprentissage? Rêve des autres ou rêve personnel? Moi, j'ai choisi ma propre recette. Et vous, quelle est la vôtre?